podcast.fr. L'interview de podcast.fr. Bonjour, c'est Claire de podcast.fr. Chaque semaine, je décortique les secrets des podcasts qui marchent. Aujourd'hui, Marketing Square avec Caroline Mignot. Bonjour Caroline. Salut Claire. Tu es donc entrepreneur, plus précisément tu es marketeuse, tu es spécialisée en personal branding et en growth marketing. Tu as donc fondé le podcast Marketing Square en septembre 2021 qui cumule plus de 500 épisodes et se classe dans le top des podcasts marketing, tech et aussi entrepreneuriat en France. Le concept de ce podcast est de faire découvrir les plus grands secrets des meilleurs marketeurs avec donc pour objectif de booster sa visibilité, ses audiences et ses ventes évidemment. Tu es la fondatrice de plusieurs projets et plusieurs plateformes, dont notamment Agence Personnelle La Fameuse, qui est donc une agence de création de contenu et de personal branding qui aide les entrepreneurs à devenir visibles et influents. Et puis, tu es aussi autrice, conférencière, LinkedIn Top Voice et j'en passe. La liste serait assez longue. Pour commencer l'interview, je voulais qu'on revienne un petit peu au début de Marketing Square, donc que tu lances en 2021, comme je le disais. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ta situation à ce moment-là? Pourquoi est-ce que tu choisis de lancer ce podcast? À l'époque, on sort juste du confinement et pendant le confinement, comme je venais de poser ma rupture co, comme on appelle ça en entreprise, et de quitter mon CDI, en fait, j'ai pas trop d'amis entrepreneurs, j'ai pas trop de réseau. Je sais pas trop comment je vais arriver à payer mon crédit immobilier à la fin du mois parce que je suis partie à un coup de tête, entre guillemets. Pendant 6 mois, je m'étais entraînée. J'avais fait des missions de consulting sur le côté, j'avais un side business, mais j'avais quand même le confort du CDI. Et puis, tout d'un coup, je suis dans le grand bain et je commence à faire une application qui s'appelle Clubhouse. Tu connais peut-être? Ça te dit Non. quelque chose? C'était une application qui a connu vraiment un énorme boom pendant le Covid et qui a disparu après, qui était basée uniquement sur la voix. Donc, le Graal du podcasteur, il y avait 0 vidéo, c'était que des gens qui avaient une photo et derrière qui parlaient. Et il n'y avait aucune hiérarchie, dans le sens, c'était pas comme un webinaire. Tout le monde pouvait venir et tout le monde pouvait aussi monter sur scène. Donc, toi, en fait, c'est comme si tu faisais un grand podcast live et qu'il y avait 51 petites vignettes qui t'écoutaient et que tout d'un coup, en fait, si une lève la main, tu peux l'inviter à parler, à débrancher son micro. Et Clubhouse, en fait, a été pour moi un vrai révélateur parce que dans un moment où j'arrive des US et où je suis ultra intimidée par tous ces marketeurs que je vois passer sur LinkedIn, sur des réseaux sociaux, et en fait, ici, comme c'est 100% du direct, c'est très instantané et il n'y a pas tout le polissage, tout le marketing justement qu'il peut y avoir parfois autour d'une personne. Et en fait, en discutant avec les meilleurs marketeurs français, je me rends compte qu'en fait, il y en a plein qui sont pas si calés que ça. Je me rends compte que le growth marketing en France, c'est balbutiant. Et en fait, je me dis, mais dans l'épreuve du direct, c'est pas les mêmes personnes que sur les posts LinkedIn, que sur les carousels Insta. Et je me dis, en fait, il faudrait ramener cette spontanéité un peu plus dans les réseaux sociaux. Et je lance mon podcast parce que mes rooms sur Clubhouse cartonnaient parfois. Enfin, mes meilleurs rooms, il y a eu 7000 personnes. Donc, tu vois, c'était quand même pour moi ultra nouveau et c'est ma première expérience de la visibilité à grande échelle. Et en fait, j'ai commencé à faire des lives sur LinkedIn et j'ai lancé mon podcast en me disant, en fait, je vais faire un truc beaucoup moins polissé, beaucoup plus schlag, où je vais vraiment aller chercher les gens, en fait, avec des questions surprises, avec des cas concrets. Est-ce que ça fait partie d'une stratégie ou est-ce que pas du tout? En fait, c'est juste, tu suis juste un élan hyper spontané d'avoir justement envie de lancer ça? Ouais, c'était un mouvement hyper spontané et tellement spontané que tout le monde s'est vraiment bien foutu de ma gueule au début. Franchement, c'est pas quelque chose qui m'a bloqué, mais c'est vrai que quand j'ai décidé de me lancer, je partais un peu dans tous les sens. Je voulais faire plein de choses. J'avais un peu l'ivresse d'avoir quitté mon CDI et j'avais aussi extrêmement faim de me révéler, avoir vraiment une revanche sur la vie. Pour ceux qui connaissent un peu mon parcours, moi j'ai perdu toute ma vie du jour au lendemain aux US. Je me suis retrouvée parachutée en France à me dire comment je vais reconstruire tout ça parce que j'ai perdu 20 ans de ma vie. Et en fait, tout ça un peu mélangé a créé un joyeux chaos, mais un chaos fertile. Et dans ce chaos fertile, il y a eu le podcast pour moi comme un levier de base de visibilité pour mon logiciel marketing que je lançais à ce moment-là. Et en fait, pour te dire à quel point c'était une stratégie et c'en était pas une, c'est un peu l'élève qui a dévoré le maître. De base, j'ai créé mon podcast pour faire valoir et faire connaître mon logiciel marketing. Et en fait, mon podcast a explosé et c'est lui qui est devenu mon produit numéro 1 sur les 2 années qui ont suivi. Donc du coup, ton podcast, il décolle assez rapidement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça et nous expliquer, selon toi, pourquoi est-ce que ça décolle, en fait? Il décolle très rapidement, il explose et en même temps, pour ceux qui se disent souvent les succès comme ça, on se dit: «Ah, c'est toujours fulgurant». En fait, moi, j'avais bossé comme une tarée pendant 15 ans et du coup, il y avait plein de trucs que j'avais jamais racontés et ça, pour moi, c'est l'ingrédient principal d'un podcast qui décolle, c'est des mad skills, en fait, des compétences que personne n'a et c'est ça qui a fait, je pense, que ça a marché, ça a été fulgurant parce que je pense que j'étais une mauvaise podcasteuse, mais j'étais une bonne marketeuse et du coup, en fait, les gens se sont dit: «Ah putain, c'est marrant d'entendre parler une meuf
qui sort des métiers du conseil, mais qui en fait te parle comme ta meilleure amie dans un environnement un peu schlag parce que moi j'enregistrais avec un micro Rode à 100 balles, j'avais pas des beaux studios, j'avais pas des gros labels avec moi, j'avais pas de réseau. Mes invités c'était des nobody et en fait mon podcast a tout de suite pris ce parti. C'était en mode en fait le marketing c'est pas ce qu'on veut te faire croire, c'est pas intimidant, t'as pas besoin de budget, t'as pas besoin de réseau, t'as juste besoin de beaucoup de bonne volonté, du bon sens et viens écouter chaque jour. Parce que j'en ai fait un par jour pendant 90 jours, Claire. Et ça, je pense que pour les algos, ça m'a aussi beaucoup poussé. Viens écouter chaque jour une méthode facile à implémenter immédiatement dans ton business. Et c'était avant l'IA aussi. Donc en fait, tu vois, je pense qu'il y a eu un time to market qui était intéressant aussi. Comment est-ce que tu communiques et est-ce qu'à cette époque-là, tes réseaux avaient déjà explosé? Je pense pas en fait. Je pense que ça a explosé en même temps ou un peu après. Parce que tu soulignes dans plusieurs épisodes de ton podcast qu'aujourd'hui, c'est assez compliqué d'émerger sur les plateformes de podcast, qu'il y a quand même plusieurs ingrédients à combiner. Toi, comment est-ce que tu te débrouilles justement? Parce que faire un podcast de qualité, c'est une chose, mais arriver à ce qu'il soit écouté, c'en est une autre. Toi, tu cumules les 2. Comment tu fais? En fait, j'ai tout de suite créé des boucles de contenu et ça, c'est un truc, c'est valable sur tous les réseaux sociaux pour ceux que ça intéresse. En fait, il faut toujours créer un effet de vase communicant, un système autour de ce que tu fais parce que la création de contenu, ça te mange le cerveau. C'est extrêmement chronophage, c'est extrêmement énergivore. Donc, en fait, comment est-ce que tu fais pour créer un cycle vertueux où tu ne t'épuises pas sur des pages blanches sans arrêt et tu réutilises l'existant qui te permet d'aller plus vite. Et tout ça, je vous parle aussi d'une époque où il n'y avait pas l'IA à mon époque. Donc, en fait, une idée de sujet, tu pouvais pas, moi, j'en avais une par jour. Donc, t'imagines la machine de distribution que j'avais créée derrière pour pouvoir décliner les assets. Donc, en fait, la description de mon podcast devenait le début de la newsletter qui, lui-même, la newsletter, je la condensais pour en faire un post LinkedIn à la main à l'époque. Et en fait, j'avais créé une machine de distribution où les invités, ils bookaient un créneau dans un Calendly. Le Calendly leur envoyait directement les questions qui étaient toujours les mêmes. J'avais vraiment processisé ça pour pouvoir créer du volume sans dégrader la qualité. Donc, les questions, c'était toujours les mêmes. C'était pourquoi tu es là? Quelle est la méthode que tu vas nous inculquer? De quoi on a besoin pour l'appliquer? Quels sont les résultats à en attendre? Et après, c'était la méthode. Et en fait, ça, c'était invisible à l'œil nu. Mais moi, c'était trop bien parce que pour ceux qui se lancent dans le podcast, souvent, ils viennent me voir et me disent, ah, c'est intimidant. Je dois apprendre toutes mes questions par cœur. Et je leur dis, non, crée une matrice parce qu'au final, la promesse de ton podcast, il y en a une seule. C'est mieux comprendre l'IA, mieux comprendre le podcast. Donc, toi, en fait, tu peux poser les mêmes questions tout le temps. C'est certainement ce que tu fais, même Claire, non? Toi, à tes Oui, moi, invités. oui, oui. Et du coup, je gagnais beaucoup de temps parce qu'ils recevaient toute la même grille et moi, ça me permettait d'avoir, moi, du temps pour préparer l'épisode, pour pouvoir faire des petites virgules, des petits rappels et dire, bah oui, bah d'ailleurs, j'ai vu que c'était. Et en fait, ça créait un énorme dynamisme dans l'épisode que je mettais du coup pas beaucoup de temps à préparer, mais qui était très vrai dans les conditions du réel, no bullshit, du coup, comme pourraient dire les gens. Et ça a beaucoup plu. Et puis, bah derrière, je le découpais. Et ce que je faisais au début, j'ai fait les 90 premiers épisodes à la main. Et quand j'ai signé mon premier sponsor, là, j'ai pris les services d'un monteur. Mais au début, je montais la nuit. C'était un travail colossal. On va dire que Ouais, c'est j'ai énorme. commencé au mois de septembre. Je devais avoir 5 épisodes d'avance. Et du coup, ouais, il y a dû avoir 2-3 fois où, tu vois, j'ai perdu cette avance. Mais en gros, avec 5 épisodes d'avance, j'ai réussi à en faire 90 d'affilée, quoi, tous les jours. Et quand j'ai eu mon premier sponsor, j'ai eu un monteur. Mais je suis restée vraiment en équipe réduite. Et entre-temps, en fait, un sponsor en amène un autre. Et j'ai créé, avec mes 60 000 premiers écus, j'ai créé mon studio vidéo. Et c'est ce studio vidéo qui est devenu agence personnelle. Donc, tu vois, moi, en fait, mon podcast, il a fait clairement des petits, quoi. Ouais, ça a été vraiment un levier pour toi. Aujourd'hui, tu insistes quand même pas mal sur, la nécessité de la vidéo pour le podcast. Est-ce que c'est indispensable selon toi? Et quand, on manque de moyens et de temps, comment est-ce qu'on fait? Alors, c'est pas indispensable, mais il faut que ce soit justifié par un parti pris si on fait que de l'audio. Parce que aujourd'hui, la grosse réalité, c'est que le challenge du podcast, c'est sa distribution. Et que quand tu fais que de la distribution sonore, tu te prives de tout ce que les réseaux sociaux peuvent t'apporter comme trafic. Donc moi, évidemment, ma religion, c'est le Reels. La vidéo courte de 30 secondes, c'est une bombe pour l'acquisition. Ça cartonne pour attirer les gens, ça coûte pas cher à produire. Donc en fait, moi, ma religion, c'est découper mon épisode en cellules vidéo courtes pour derrière dire, voilà, commente, code pour recevoir l'épisode entier. Et c'est comme ça que je gère toute ma distribution. Et c'est vrai que quand je vois arriver les gens 4 ans après le boom du podcast pour me dire, bah moi, en fait, je vais faire un podcast audio sur un truc déjà pléthorique comme le marketing, la tech ou l'entrepreneuriat, je leur dis, si t'as pas de parti pris, faire que de l'audio, tu te tires une balle dans le pied. Maintenant, on va être sincère, hein. L'audio, le ratio, c'est 5 fois moins cher. Donc, en fait, moi, un épisode, ça me coûtait au début que mon temps, qui valait pas grand-chose d'ailleurs à l'époque, hein, honnêtement, quand t'as personne à qui le vendre, les calculs sont vite faits. Sinon, avec un monteur, c'est entre 150 et 300 euros, selon la longueur de ton épisode, bien sûr, et la longueur de la bande que tu envoies. Et puis, bah, alors, par contre, en vidéo, là, il n'y a pas de plafond, quoi. Tu vois, tu commences à 1000 euros, je dirais, si tu veux bien faire les choses et bien déléguer. Puis, ça peut aller jusqu'à 5000 euros pour un épisode. Donc, ça coûte
beaucoup plus d'argent. Moi, mon conseil, c'est vraiment de faire le ratio. Si tu n'as pas d'argent, est-ce que ça vaut le coup d'aller sur le podcast versus faire des shorts? Je suis très cash, hein, mais Ouais. aujourd'hui, le podcast, pour moi, c'est un média de luxe. Et si tu n'as pas les moyens, avant ça marchait, mais aujourd'hui, un podcast qui n'a pas de vidéo, s'il n'a pas un parti pris créatif ultra fort ou un truc très très rare qui va faire qu'en fait l'offre elle est nulle par ailleurs, c'est compliqué à faire émerger. Ouais. Ouais. Beaucoup de podcasteurs, ils se retrouvent à devoir construire une communauté sur les réseaux en même temps que leur audience, ce qui pose pas mal de défis. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Donc, on a déjà un petit peu parlé de ces fameuses boucles de contenu. Donc, du coup, ça veut dire avoir une stratégie plutôt multicanale, donc ne pas forcément se concentrer sur un seul réseau. Voilà. Est-ce que tu as des conseils et des spécificités peut-être entre LinkedIn, Insta? Ne pas se concentrer sur un seul réseau avec justement les boucles dont on a parlé, mais ça inclut aussi un travail de création qui toujours anticipe la distribution. C'est-à-dire que vous savez, tout à l'heure, je vous en ai parlé, je vous ai dit en fait, le début de ma newsletter devenait aussi la description de l'épisode et en fait créer un système où en fait, selon l'assemblage, vous recomposez au fur et à mesure pour qu'il n'y ait pas de gâchis de temps et d'énergie. Donc moi, quand je vous parle de système, effectivement, je vous parle d'automatisation, je vous parle de poster sur tous les réseaux pour qu'il n'y ait pas de déperdition, mais je vous parle aussi de templétiser, c'est-à-dire la méthode dont je t'ai parlé où moi j'envoyais les mêmes questions aux invités. Plus vous allez créer des templates et des frameworks, comme on les appelle, c'est-à-dire des modèles qui sont déjà préconçus, moins vous allez fatiguer votre cerveau parce qu'en fait, le cerveau, c'est simple, plus c'est habituel ce qu'il fait, plus il le fait avec aise, avec sympathie, avec cohérence. Et donc, le fait de travailler avec des templates, ça va vous permettre, outre de gagner du temps et de l'énergie, de devenir aussi naturellement bon dans ce que vous faites parce qu'en fait, votre cerveau, il va créer cette discipline. Alors que je vois beaucoup de podcasteurs qui réinventent la poudre à chaque fois. Et c'est là, pour moi, où il y a le plus de déperdition. Vraiment bien modélisé. Pour moi, c'est la clé aussi pour distribuer son podcast sur les réseaux sociaux. Et en plus, maintenant, avec Claude, c'est encore mieux que ChatGPT. Vous avez quand même la possibilité de lui donner à manger vos 15 derniers posts Insta, vos 90 derniers posts LinkedIn et derrière de lui dire, voilà, adapte-toi par rapport à mes posts qui ont le mieux marché. Et en fait, moi, j'ai créé un petit système comme ça avec l'IA qui fait que automatiquement, quand j'ai mon podcast qui sort, je mets le transcript et ça me sort tous mes assets. Tous mes assets. La description, mes posts sur les réseaux sociaux, personnalisés, Instagram, LinkedIn avec les codes qui sont différents. Sur LinkedIn, tu peux mettre un lien sortant. Sur Insta, il faut demander du coup le lien par DM. Et en fait, une fois que j'ai créé tout ça, j'ai créé cette matrice, c'est un one button. J'ai juste à cliquer sur le bouton et tout se génère. Donc, mes méthodes, elles ont beaucoup évolué et je pense que maintenant, les podcasteurs ont à la fois, comme je te disais, de nouveaux challenges parce que pour émerger, c'est plus compliqué et à la fois aussi un gros coup d'avance sur la distribution. Ouais. Qu'est-ce qui, selon toi, fait un bon post, LinkedIn? Et puis après on passera à Insta, mais qu'est-ce qui fait un bon post LinkedIn ou peut-être qu'est-ce qui fait un mauvais post LinkedIn? J'ai écouté un de tes derniers épisodes où tu en parlais justement et je trouvais ça super intéressant. Et en fait, c'est vrai que je fais quand même aussi le constat autour de moi qu'il y a des gens qui dépensent énormément d'énergie sur, les réseaux et que c'est compliqué d'émerger, quoi. Et donc voilà, je trouve que c'est intéressant d'avoir, vraiment ton point de vue sur ça, en fait. Qu'est-ce qu'on fait quand on publie régulièrement et que, ça décolle pas, quoi? Eh ben, déjà, la première chose, c'est que souvent, on vous dit: «Oui, soyez résilient», mais la résilience, en fait, c'est pas de l'obstination. La résilience, c'est s'adapter. Donc en fait, moi, je vois beaucoup de gens qui me disent: «Oui, je suis très résilient parce que ça fait 3 ans que je fais la même chose». Non, en fait, ça marche pas parce que justement, ça fait 3 ans que tu continues à faire un truc qui marche pas. Donc déjà, n'attendons pas que le marché et la main invisible de l'algorithme viennent tout d'un coup s'intéresser à nous et créer du succès là où il y en a pas. S'il y a pas de traction, c'est qu'il faut changer de stratégie. En regardant n'importe quel post, d'ailleurs, si tu en as à montrer, on peut faire l'exercice en direct si ça te dit, parce que j'aime bien justement ce côté concret. On se dit: «Ah, commencer dans l'exercice du réel». Tu vois, il y a beaucoup de posts que je vois passer. Il y a une accroche qui donne pas du tout envie. Une accroche «so what?» Tu vois? Donc tu lis le début du post. Par exemple, 80 des gens pensent que, enfin vraiment, tu vas te faire cuire un œuf, quoi. Tu te dis: «Mais qui est-ce que ça peut intéresser un truc comme ça?» Donc déjà, il va falloir trouver une accroche à chaque fois qui a un peu une punchline. Tu vois, là, j'étais en tournage pour un épisode de podcast avec Anis Sayari, donc qui sort son livre et son livre s'appelle «Le super pouvoir de l'IA». Je me dis: «Mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Comment je vais faire un post LinkedIn avec le super pouvoir de l'IA?» parce que ça dit rien et là, il va falloir aller chercher un angle pour faire mon accroche. Et du coup, là, je trouve à un moment dans son livre, ceux qui ne savent pas coder seront codés. Ça, c'est intéressant. Il y a un parti pris, il y a un angle, il y a ce qu'on appelle le curiosity gap, c'est-à-dire, ah, il y a un petit dopamine effect. Et même si c'est un bug d'oreille, parce que vous dites, ah, mais ça veut rien dire, Caro, ceux qui ne savent pas coder seront codés. En fait, c'est trop tard. Je vous ai intéressé. Alors qu'avec ma statistique lambda, issue d'une étude qui vient probablement de 2022, ressortie de derrière les fagots par ChatGPT, en fait, pour aller attirer quelqu'un, bonne chance, tu vois. Donc voilà, je vais chercher un effet de curiosité puissant. Je vais interrompre un pattern
j'alterne volontairement. Tout le monde pense que, mais avec des choses qui vont vraiment concerner les gens. Et puis, je parle avec mes tripes. J'utilise beaucoup la dictée vocale pour faire mes posts. Donc voilà, si tu veux qu'on fasse Ouais. une édition 2 là-dessus, avec grand plaisir, c'est encore mieux. Ouais, ça peut être intéressant et justement aussi je pensais à l'IA parce que l'IA aujourd'hui, propose quand même, des posts avec justement ces fameuses accroches, mais ça peut aussi tendre à standardiser en fait, à rendre en fait tous les posts identiques et donc du coup on se démarque plus tant que ça. Pour toi, c'est quoi le bon équilibre justement entre utiliser l'IA de façon intelligente sans s'effacer finalement? Bah, honnêtement, c'est la meilleure question. S'il y a pas une base humaine, vous êtes mort. Et c'est pour ça que moi, la seule partie où j'automatise ma création de contenu, c'est à partir de mon podcast qui est fait par moi. Et c'est aussi ce qu'on fait même chez Agence Personnelle, mon agence. On utilise l'IA, évidemment, pour aider nos clients dans la sélection des sujets, tout ça. Mais en fait, on fait les choses dans l'ordre. Moi, je parle de l'idée créative. Je parle de l'humain, de son vécu, de son expérience, de toutes ces choses que personne ne peut copier pour pas que tu aies le même poste que le mec à côté. Parce que Mmh. ça veut dire que tu as la même entreprise aussi que le mec d'à côté. Ça n'intéresse personne. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je pose des questions sincères à un autre humain. Et l'autre humain, il va me dire, ah bah oui, il va me raconter des anecdotes. Les anecdotes, c'est ultra puissant. C'est la cocaïne du cerveau. On adore ça. On se dit, ah moi, il y a l'effet moi aussi. Ah, ça me rappelle ça. Ah, ta cousine, toi aussi, t'en as une. Tu vois, donc il y a un référentiel commun. On se dit, ok, déjà, ça a capté mon attention. Et puis, une fois qu'il y a eu ça, je vais utiliser l'IA pour augmenter le contenu, revoir la structure, potentiellement le décliner. Et là, en fait, tu fais un truc intelligent. Si la base est IA et que la distribution est IA, tu as un truc éclaté au sol. Par contre, si tu lui donnes une superbe base, typiquement, moi, je lui ai donné mon livre. J'ai un livre qui fait 300 pages, qui est best-seller à manger. Et ça m'a donné plein de posts super. Derrière, comme j'adore écrire, c'est mon métier et on délègue pas ce dans quoi on est vraiment bon et qui nous donne de l'énergie, bah moi, je le rebidouille. Mais si vous aimez pas ça, sachez que le meilleur réflexe à avoir, c'est d'utiliser l'IA à la fin et pas au début. Parce que l'IA est forcément moins intelligente. Même si vous vous dites, oui, je suis expert en rien, en fait, vous avez forcément une force, un truc qui fait que vous pouvez percer sur les réseaux. Mais ça, faut aller la chercher parce que si vous demandez à l'IA, il va vous faire la même chose qu'au voisin. Et là, c'est dangereux. Ouais, c'est hyper intéressant. Alors, maintenant Insta, du coup, on peut peut-être passer aux reels. Pour toi, c'est quoi qui fait un bon reel? Et aussi pour le podcast, de mon expérience également, ce qui est pas facile, c'est qu'on doit aller chercher, en fait, des extraits qui s'inscrivent dans une conversation longue. On doit aller chercher un extrait de 15, peut-être 30 secondes, qui doit être percutant, mais qui doit aussi être clair. Et je trouve que parfois, c'est pas évident d'aller trouver le bon endroit qui est clair pour la personne qui n'a pas écouté toute la conversation, tout ce qui est avant et potentiellement les 3 phrases après. C'est pour ça que moi, je cherche pas du tout à être claire. En fait, je pense que souvent, on veut trop bien faire et le mieux est l'ennemi du bien. Il y a rien de plus puissant, Claire, qu'un Reels où la personne se dit: «What the fuck?» En fait, il faut pas et d'ailleurs, c'est pour ça que tu verras que les Reels qui sont des teasers du podcast, alors vous verrez dans cet épisode, machin, machin, ça bide. Parce qu'en fait, dans l'économie actuelle de l'attention, les gens, ils sont sur les réseaux et ils veulent qu'il y ait direct une grande idée. Donc maintenant, quand tu fais des Reels d'annonce pour dire: «Le nouvel épisode est sorti», les gens, ils se disent: «Merci de m'avoir fait perdre mon temps». Ce qu'il faut faire, justement, trouver des extraits qui sont des extraits dopamine effect, comme je les appelle. Nous, c'est ce qu'on va chercher. Nous, on a créé un job chez nous. Ça s'appelle le Virality Expert. C'est des chercheurs de dopamine. Ils vont chercher dans les bandes là où il y a une émotion forte, là où ça crée le curiosity gap dont je te parlais, l'effet de contradiction. Et ça peut être parce que les gens sont pas d'accord aussi, tu vois. Donc, ça va être tout ce qui est myth busting. On casse un mythe, on casse un paradoxe. En fait, on va chercher des marqueurs d'attention comme ça. Et derrière, ça donnera envie aux gens d'aller regarder la suite. Souvent, on pense à un Reels, il faut que ça retrace l'épisode. Il y avait des trailers aussi, tu sais, les extraits forts. Ça peut marcher à la rigueur un peu plus un trailer qu'un teaser où tu dis juste le nouvel épisode est sorti. Mais ce qui marche le mieux, c'est de prendre des extraits, juste une partie de la conversation et dire allez voir la suite. Et vous n'avez encore rien vu parce que vous n'avez pas idée de la conversation qu'on a eue ce jour-là. Et là, en fait, même toi, quand on est en face, là, tu te rends compte, ça donne beaucoup plus envie d'aller voir que si je t'avais dit, ça y est, Claire, l'épisode 222 est sorti. Bah, je pense on a changé de paradigme là-dessus. Ouais, c'est beaucoup plus impactant. Peut-être pour aborder, quand même, le nerf de la guerre, c'est-à-dire, l'argent. Tu en as parlé un tout petit peu, au début sur la monétisation. Donc ton podcast, il est monétisé à partir du 3e, 4e mois, c'est ça? Donc Ouais, finalement assez rapidement. Comment est-ce que tu trouves ton premier sponsor? c'est eux qui me trouvent. C'est simple. Si vous faites un contenu qui ne ressemble pas aux autres, vous inquiétez pas, les sponsors, ils vont vous trouver. Après, moi, j'étais dans la niche business et c'est vrai que honnêtement, évidemment que moi, mon audience de dirigeants et d'entrepreneurs, ça intéresse 90% des gens qui vendent des choses. Donc, puisque moi, ma cible, en fait, ce sont des gens qui ont de l'argent et qui cherchent à améliorer leur performance. Donc, en fait, à partir de là, ça tombe dans les critères de à peu près 95% des outils autour de nous. Donc, en fait, c'est vrai que je pense que j'étais déjà dans une branche monétisable. Ça, il faut le dire, parce que parfois, j'ai des copines qui me contactent avec des podcasts. Tout le monde veut faire des parcours d'entrepreneurs. Et donc, j'ai plein de potes qui viennent me voir en me disant, j'ai envie de rencontrer des gens intéressants. Déjà, quand tu commences en te disant,
mon podcast, il n'est pas là pour transmettre ou pour combler un trou dans la raquette, mais parce que j'ai envie d'avoir une conversation. Moi, je dis toujours aux gens, c'est bien. Tu fais un podcast pour avoir une conversation, tu vas avoir ce que tu as demandé, une conversation. C'est pas un business. C'est très différent de quelqu'un qui va dire, putain, j'ai remarqué, en fait, il y a 15 000 podcasts qui parlent de podcast, mais il n'y en a pas un seul qui parle de la monétisation du podcast. Le podcast, c'est un vrai business. Le podcast, aujourd'hui, c'est mon business qui me rapporte le plus d'argent. C'est pas le cas pour moi aujourd'hui, mais ça l'a été au début, tu vois. Et typiquement, quelqu'un qui arrive comme ça en disant « Oh putain, attends, je sais un truc que 90% des gens ne savent pas », là, en fait, il y a un business à créer parce que tu apportes une solution. Donc, c'est pour moi la première partie sur la monétisation. C'est un peu contre-intuitif, mais je vais vous parler de mindset. Voilà. Il y a des gens où je me dis direct « Ouah, ça va être une galère de les monétiser ». Parce qu'en fait, ils n'ont pas de ligne édito, ils apportent pas de solution. Et du coup, ça va être très dur de fidéliser une audience et de la qualifier. C'est-à-dire de savoir qui est à l'intérieur. Tu vois, si tu parles un peu de tout et de rien, que tu adresses un peu tout le monde, que tu invites un peu tes potes, en fait, comment tu vas pouvoir dire à la marque, moi, en fait, il y a 30% de marketeurs, 20% de TPE, PME, patrons d'entreprise, 40% de consultants. Donc, en fait, les marques c'est pas du mécénat. Si tu veux vraiment faire un business, il faut dire, qu'est-ce qui donne envie à mon client d'acheter. Donc, si vous voulez monétiser, réfléchissez à une niche qui va vous permettre d'attirer des gens qui ont le même profil, facilement identifiable, de les fidéliser, parce que les traits d'engagement, c'est ce que va regarder le sponsor. 2, avoir des offres claires et pas à la tête du client. Vous avez le droit au début. Premier, moi, ma meilleure façon de monétiser, c'est les premiers, je discute. Donc, on m'a contacté, on m'a envoyé un email. Hello, on serait intéressé pour collaborer sur des épisodes de Marketing Square. Ok, j'ai fait un zoom avec eux. Très bien, c'est quoi votre problématique aujourd'hui? On voudrait être plus visible. Ah, j'ai un indice. Du coup, ils vont regarder des stats, d'écoute, de visibilité. Il y en a d'autres qui vont dire je m'en fous, moi je veux des rendez-vous, tu vois. Donc là, c'est encore une autre métrique. On est plus sur la conversion. Donc par exemple, si quelqu'un me dit je veux des vues, des écoutes, je vais faire un épisode très grand public. Si quelqu'un me dit je veux des leads, je vais faire un épisode très petit public qui va être un how-to, tu vois, qui va être un didacticiel, comme on les appelle, c'est-à-dire un tuto. Et là, tu es sûr de convertir comme des petits pains. Donc après, je vais pas vous endormir parce qu'on n'a pas 2 heures aujourd'hui pour discuter. Mais sur la monétisation, le deuxième truc à dérisquer après le mindset, c'est quoi les objectifs de ma cible pour constituer des offres qui sont pile poil dans ce qu'ils demandent. Parce que derrière, tu n'as plus besoin de publicité. Quand tu as des sponsors qui sont rentables, ils re-signent. Et je peux te dire que tout le monde, moi, il y a tout le temps des gens qui me disent c'est bientôt fini le partenariat avec machin parce qu'on voudrait la place. Et en fait, moi, ce que je fais aussi pour prolonger justement mes relations avec les marques, c'est que je signe. Vous pouvez pas me le permettre au début, mais je signe à l'année. Au début, vous pouvez vendre du 3 mois, par exemple. Maintenant, moi, je force et des plans annuels. Ça me permet aussi d'économiser mon temps, mon énergie, toute la prod. Une fois que c'est produit, c'est bon, on est tranquille pendant 1 an. Et même pour vos audiences, ça les protège de la pollution d'audience. Et la troisième chose pour moi, du coup, après le mindset, apporter une solution et shooter ses audiences, après la partie avoir un catalogue d'offres qui est smart, la troisième partie, il va falloir aller démarcher si on ne vient pas vous voir. Pas hésiter à faire du cold email pour aller proposer concrètement ce que vous proposez, à quel prix, et en fait être très très clair. Derrière, tu peux proposer des ajustements. Et c'est un peu ça, c'est mon starter pack pour quelqu'un qui veut aller trouver des sponsors. Super, merci beaucoup Caroline pour toutes ces pistes et pour tous ces conseils. Je suis sûre que ce sera très utile à plein de gens. Et donc pour plus de conseils, et du coup il y a ton podcast qui en regorge, donc Marketing Square sur toutes les plateformes et évidemment sur podcast.fr. Merci Caroline. Merci Claire, à bientôt.